Avant d'appartenir à l'université York, le campus du collège Glendon est la propriété d'Edward Rogers Wood et de son épouse Agnes Euphemia Smart, qui l'ont acheté en 1920. Après la mort de sa femme, Wood transfère la propriété à l'université de Toronto dans les années 50. À cette même époque, un comité de Torontois cherche un site pour une nouvelle université. Vers la fin des années 50, l'université de Toronto est prête à léguer ce campus à cette nouvelle université, qui sera nommée York. York s'y installe en 1960. Avec la croissance des inscriptions dans les universités, ce site est bientôt trop petit et en 1965, le campus de Keele ouvre ses portes. Glendon devient l'un des collèges de York. Il ouvre ses portes aux premiers étudiants qui obtiendront un diplôme de Glendon en 1965 et est inauguré par le premier ministre Lester B. Pearson en septembre 1966. La vision du collège fut façonnée par son premier principal, Escott Reed, haut fonctionnaire, diplomate et érudit, qui définit la mission de Glendon sur le bilinguisme et les arts libéraux et rêve de former des étudiants pour la fonction publique. C'est en 1966 que commence notre histoire. Nous allons vous parler de la vie académique et sociale à Glendon durant ces 10 premières années. Lorsque Murray Ross, le président de l'Université York, et Escott Reed, le premier principal du collège, envisagent la création de Glendon, plusieurs questions se posent. Comment définir Glendon? Comment rendre ce collège universitaire unique? Il est décidé que Glendon sera un petit collège d'arts libéraux où l'étudiant sera au cœur des préoccupations de l'administration et du corps professoral. Ce sera aussi un collège national et bilingue. Glendon est créé en tant que collège d'arts libéraux, largement inspiré des collèges américains et britanniques comme Amherst, Swarthmore, Oxford et Cambridge. Escott Reed provient de cette tradition d'éducation libérale avant de passer une grande partie de sa carrière dans le service civil canadien. La définition qu'il donne d'une éducation libérale reflète cette double expérience, à la fois académique et pratique. I believe there are two halves to a liberal education in this last third of the 20th century. One half of a liberal education consists in gaining an understanding of the world we live in so that we may help to make the world a better place to live in. The other half of a liberal education consists in breaking the influence of the world we live in and finding deliverance from the tyranny of the immediate, the novel, and the transitory. These two halves are mutually nourishing. Each is the necessary consequence of the other. Cette définition reflète le choix des étudiants de Glendon pour une éducation postsecondaire. En 1974, 66,7% des étudiants de Glendon indiquent avoir choisi de fréquenter une université parce qu'ils sont à la recherche de stimulation intellectuelle, ont un intérêt pour le savoir et la culture et un désir de progrès personnel. Pour Albert Tucker, le deuxième principal de Glendon, une éducation libérale englobe toutes ces définitions, mais prend un aspect plus intimiste et personnel. Pour lui, l'environnement d'un collège d'art libéral est crucial pour le développement de l'étudiant. Because I think a liberal arts environment gave more freedom to the students. I was very aware when I was an undergraduate at the University of Toronto that I was a part of a big university. And were it not for the history department, it would just all be kind of anonymous. A liberal arts environment in a relatively small college like Glendon, I knew this from my experience at Harvard, where, Harvard makes a deliberate attempt to divide the student body into houses. They don't call them colleges, they're houses. And I had lived for 4 years as a tutor in Dunster House at Harvard. And I thoroughly enjoyed it, and in a way, I was educated. I mean, socially. I had started out as this very young, let's say, young man with
with no experience, no parents, no family, and I found it all came to a kind of fruition through the 4 years at Dunster House. So in a way, that was a liberal arts college environment. And I could see that Glendon had the potential to do the same thing for the students who came here. En 1966, Glendon offrait 7 programmes d'études à ses étudiants. Le français, l'anglais, la philosophie, l'histoire, les sciences politiques, l'économie et la sociologie. D'autres programmes ont été ajoutés lorsque le besoin s'en est fait sentir, comme le département de psychologie en 1972. La direction de Glendon visait à développer un curriculum flexible avec assez de choix pour les étudiants et présentant un équilibre entre l'éducation générale et la spécialisation. Les étudiants doivent suivre 4 cours d'éducation générale. De là, le professeur Alain Baudot entreprend la création du département d'études pluridisciplinaires en 1974, qui, en plus de donner de nouvelles possibilités de spécialisation aux étudiants, deviendra l'incubateur de nouveaux programmes. C'est une très bonne question. Oui, je pensais, c'était au moment où je suis passé aux humanités, dans les années 70, début des années 70, et il y avait un programme qui s'appelait à l'époque Éducation générale, avec 4 sections. Il y avait humanité, il y avait sciences naturelles, sciences sociales et logique. Enfin, c'est moi qui ai trouvé les noms pour le français parce que ça existait seulement en anglais. Je me suis dit, c'est idiot de ne pas essayer de rassembler tout cela et d'en faire des études pluridisciplinaires qui permettraient d'avoir des programmes sans rien coûter en fait à Glendon, parce que c'était déjà des gens qui étaient dans les différents départements. Par exemple, en anglais, en français aussi, on pouvait faire un programme d'études du XVIIIe siècle qui serait intégré ensemble, et ça a permis, si vous voulez, ça a permis de créer des programmes qui n'existaient pas à l'époque. Par exemple, c'est là que sont nées les études des femmes, les études internationales, etc. Aujourd'hui, le département d'études pluridisciplinaires comprend les programmes d'études canadiennes, d'études sur l'environnement et la santé et les études d'art dramatique, et est à l'origine du nouveau département de biologie. Scott Reed a repoussé le moment où les étudiants se spécialisent. Il voulait que ceux-ci possèdent d'abord de bonnes connaissances générales et qu'ils aient une bonne maîtrise de l'anglais et du français, peu importe leur langue maternelle. À son avis, en possédant 2 langues, l'étudiant aurait une meilleure compréhension non seulement de sa spécialisation, mais aussi de la nation canadienne. Des cours de français et d'anglais sont donc obligatoires au cours des 2 premières années d'études. Dans ces 2 dernières années d'études, l'étudiant doit suivre 2 séminaires spécialisés, un portant sur le Canada, l'autre sur l'éthique sociale, et il peut enfin se spécialiser. Les programmes offerts sont donc un mélange de flexibilité et de contraintes, ce qui n'est pas sans rappeler les exigences d'aujourd'hui. L'orientation de Glendon est à contre-courant de ce qui se passe dans le monde de l'éducation supérieure à cette période. La mode est à la multiversity, c'est-à-dire une grande université qui a de multiples facultés allant des arts aux sciences, en passant par les humanités et les programmes professionnels, une université d'enseignement et de recherche. Ces universités peuvent devenir des industries du savoir. C'est de cette tendance qu'émerge l'université York avec son campus de Keele, une nouvelle université torontoise devenue nécessaire afin de faire face à l'afflux important d'étudiants de la génération du baby-boom. Cependant, dans ces grandes universités, les étudiants peuvent se sentir pris dans une institution très bureaucratique avec une atmosphère impersonnelle. Glendon se propose comme une alternative tout en offrant les avantages d'être attaché à une grande université. La relation entre l'étudiant et le professeur est plus intime et informelle à Glendon. Le collège offre les avantages d'une petite communauté dès l'arrivée des étudiants en première année, avec une cérémonie d'accueil assez formelle, tout comme les cérémonies de remise des diplômes. There's a welcoming ceremony for new students. And every year the faculty would dress up in exactly the same as the graduation ceremony. And it was smaller, of course, the parents, but the students were officially welcomed into the campus as students, and we were talked to by the big names, and there was music and Latin, and it was very formal.
It was very, very interesting. So you really felt that you came in as part of community. It's It true. made a huge difference. Le collège était une petite communauté, mais elle ne s'isolait pas nécessairement du monde extérieur. L'enseignement est privilégié à Glendon, ce qui n'empêche pas la présence de la recherche qui prend la forme de conférences, de forums étudiants et de professeurs visiteurs. Par exemple, en 1970, dans le cadre d'un séminaire d'introduction sur les cultures de la francophonie, Alain Baudot a organisé un voyage d'1 mois en Martinique avec une douzaine d'étudiants pour rencontrer des écrivains, tels Édouard Glissant, des artistes et diverses personnalités. Glendon est aussi l'hôte de conférences. La première conférence internationale est organisée par Alain Baudot en 1976. Elle s'intitule « Identité culturelle et francophonie dans les Amériques ». Elle dure 4 jours et accueille des chercheurs des Antilles, d'Afrique du Nord, d'Europe, des États-Unis et du Canada. Glendon étant une nouvelle institution, le recrutement des étudiants était d'une grande importance. Escott Reed, avec l'aide de professeurs, se déplace en Ontario et se rend au Québec, au Manitoba et en Alberta, dans des écoles privées et publiques pour faire connaître le collège et ses priorités. Il va même en Europe à la fin des années 1960 essayer de recruter des étudiants en Suisse, au Neuchâtel Junior College et dans les écoles des bases militaires canadiennes en Allemagne. Dans les milieux francophones, des professeurs d'expression française, comme Alain Baudot, participaient aux sessions d'information sur Glendon pour encourager les étudiants francophones à s'inscrire. Après, Escott Reed m'a envoyé un peu partout. Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de recruter? J'ai fait des tournées pour le club canadien. Vous savez, Canadian Club. Et là aussi, c'était très bizarre. J'allais au Québec, j'allais ici, j'étais partout. Le problème est que quand je faisais cette tournée, la première année en 1971, la personne qui était avant moi était M. Trudeau. Alors évidemment, lui avait beaucoup de monde et beaucoup de succès, moi je ne sais pas. Escott Reed souhaitait encourager une relation étroite avec le Québec. Il faut négocier avec le gouvernement de cette province pour que les étudiants québécois puissent recevoir des bourses hors du Québec. L'étudiant idéal est studieux, désire apprendre une deuxième langue et est préoccupé par les affaires publiques. Mais qui sont vraiment les étudiants de Glendon? Glendon a la réputation de ressembler à un country club. Sans compter la beauté du campus, la présence d'étudiants de milieux privilégiés a certainement contribué à cette réputation. Cependant, Glendon avait des étudiants de différents milieux socio-économiques et l'administration, qui avait besoin de faire augmenter les inscriptions, encourageait des jeunes Canadiens de différentes classes sociales à s'inscrire afin de promouvoir une diversité parmi les étudiants du collège. The more representative the student body of Glendon College is of all the groups that make up Canada, the income groups, the ethnic groups, the regional groups, the more valuable to the students will be the discussions they participate in. This was a zone of privilege, whether it still is. But you know, as I said sometime earlier, the demographic was different. And Glendon College, certainly in around 1970, the kind of student who went to Glendon was different from the kind of student who went to Keele and Steeles. That was much more obviously let's call it a working class campus, whereas this was very much a middle class campus with I say, people who probably had a certain sense of entitlement and who represented a much smaller share of the age group than would be the case today. So it was, how shall I describe the campus? White, middle class, not particularly with it. If you were looking for, I'm not quite sure where you would have gone, downtown Yorkville. Plates, they all had the Glendon crest on them. There was a high table. Very elite, yes. It's called the Country Club. Yeah, It was yeah, made you by see? York. Yeah. But maybe that's just a myth, huh? Oh no, it's not a myth. Oh, no. Oh no. Yeah, compared to York, it was a country club. But there was a high table.
Le but des étudiants anglophones à Glendon, avant l'arrivée du courant unilingue, est celui de devenir bilingue, ce qui pour eux signifie l'apprentissage du français. Glendon's main linguistic objective is to help Anglophones to improve their knowledge of French and only secondarily to assist Francophones to become proficient in English. Pourtant, c'est plus souvent le contraire qui arrive. It's because the environment was really almost entirely Anglo. If you were a young French Canadian wanting to improve your English, there was no better place to go to because the place was sympathetic to French-speaking Quebec, but it wasn't part of it. There were a few instructors who were native speakers of French, but not very many, and largely limited to the French department. L'étudiant francophone est plus difficile à recruter que l'anglophone. L'effort se concentre d'abord sur les Québécois, mais l'ouverture de nouvelles universités au Québec les retient dans cette province. Comme le collège désire qu'environ 25 à 30% de la communauté étudiante soit francophone, objectif qui reste à atteindre, l'effort auprès des communautés francophones dans le reste du Canada est augmenté. Bien que de tels étudiants soient anglicisés en partie et tendent à se conformer à l'ambiance anglaise qui se fait actuellement à Glendon, ils nous aideront à former un collège dit national. Les concepts de bilinguisme et biculturalisme étaient à la mode à cette époque grâce à la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme établie en 1963. La fondation du collège repose-t-elle sur une mode de l'époque, un idéal politique? L'engagement de l'administration face au bilinguisme pourrait être caractérisé d'ambivalent. Entre 1966 et 1976, tous les affichages et la majorité des services aux étudiants étaient en anglais uniquement et l'administration peine à embaucher des professeurs francophones ou bilingues. We all wanted to see that we got the best faculty there was for these positions that were beginning to open up. But very few of them, very, very few, will be bilingual. And if you found a good French Canadian in Quebec and tried to persuade him or her to move to Toronto, to Glendon, given the character of French Canadian nationalism, particularly in Quebec, young people did not want to make that move from the towns, from Quebec City, from Trois-Rivières, wherever in Quebec. They did not want to make that move to this English-speaking city, you know, with an English background. But trying to recruit faculty in the late 1960s was difficult. All over North America, institutions were hiring young faculty. I mean, they couldn't get enough of them in those days. It was very difficult to attract Francophone faculty. There were a few, but not many. And some of the ones that came here came from France as militaire, because in France you could do your military service by teaching French abroad for a couple of years. So one of them stuck around for a long time, Alain Baudot. C'est compliqué, mais je devais faire mon service militaire en France à l'époque, et puis le président Pompidou avait décidé de faire un programme spécial. J'étais capitaine, j'étais devenu capitaine, et puis il y avait un programme ça s'appelait la coopération. On pouvait aller enseigner à l'étranger au lieu de faire du service militaire. Alors bien sûr, j'ai accepté ça. On m'a offert un poste où est-ce que c'était, attaché culturel à Tokyo ou en Tanzanie. Mais j'ai rencontré le fondateur de Glendon, qui s'appelle évidemment Escott Reed, dans les couloirs du Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères en France, et il m'a convaincu de venir à Glendon, tout simplement. J'aimais beaucoup l'idée d'une université bilingue, les deux grandes langues du monde, l'anglais et le français, et puis je suis venu ici, et voilà. C'était la vision d'Escott Reed que Glendon soit un collège bilingue pour former une future génération de fonctionnaires et de jeunes Canadiens impliqués dans la vie publique, quel que soit le domaine, des arts à la politique. Escott was an interesting man. He believed that young Canadians should speak both English and French. He himself spoke no French at all.
En 1971, le collège a reçu une subvention de 100 000 $ de la province pour financer son bilinguisme. Plusieurs projets sont lancés, dont des opportunités d'immersion française pour le corps professoral, les employés et les étudiants. Albert Tucker encouragea par exemple avec succès le professeur Gentles du département d'histoire à apprendre le français. At one point, I said, Ian, I think it would be a good idea if you started studying French. And so he did. And within 2 years, he started speaking French. He spent his summers. I'm not sure whether it was McGill, but it may have been McGill University. So that sort of thing would happen. Unfortunately, it did not happen often enough in departments. Outre la présence francophone sur le campus, deux autres questions sous-tendent les difficultés du bilinguisme à Glendon. Plusieurs types de français sont parlés à Glendon, puisque les professeurs et les étudiants francophones proviennent de tous les coins de la francophonie. Les étudiants anglophones cherchant à apprendre le français en restent désorientés. Les étudiants québécois, quant à eux, se sentent parfois moqués dans leurs accents. Ensuite, qu'est-ce que le terme bilingue voulait dire plus exactement à Glendon? Quel était le but du bilinguisme? Un bilinguisme spontané, qui signifie une maîtrise des deux langues à l'écrit et à l'oral, ou un bilinguisme réceptif, c'est-à-dire une compréhension du langage, mais une maîtrise limitée. L'imprécision du but et le manque de moyens déployés découragent les étudiants anglophones qui s'attendent à être rapidement bilingues. La réalité supplante le rêve. Glendon peine à attirer et garder des étudiants qui non seulement souhaitent devenir bilingues, mais qui ne sont pas découragés par les nombreuses difficultés pour ce faire. Trop vite, le nombre des inscriptions est au plus bas, menaçant la survie du collège. Donc, en 1971, Glendon a pris la mesure temporaire, afin d'accroître les inscriptions, de créer un courant unilingue, où l'étudiant n'avait à suivre ni cours de français ni de cours en français. Le nombre de places dans ce courant était limité. Le courant unilingue sera finalement éliminé en 1987. Glendon doit être un collège entièrement résidentiel, c'est-à-dire que l'administration espère que tous les étudiants vivent en résidence. On pense qu'en résidence, les étudiants recevront la meilleure éducation possible. La résidence Wood existe déjà en 1965 et la résidence Hilliard, pour femmes, est construite pendant la première année scolaire. Cet idéal de collège résidentiel ne fonctionne pas. Beaucoup d'étudiants quittent les résidences, dont les coûts sont assez élevés, et vont vivre hors du campus. Le collège a du mal à remplir ses chambres et les projets d'expansion doivent être oubliés. Un changement important à la vie en résidence se produit au début des années 70 avec l'introduction de résidences mixtes. It was at that time, that as a part of the student radical movement, and implicit in it, of course, was the interest in women's studies, was the idea of integrating the genders in the student residences. It seemed revolutionary to many of us at the time. You mean young men and women living together, sharing the same washrooms? No, that's crazy. But it happened. It happened at that time. Malgré l'opposition de certains membres du corps professoral et de l'administration, l'intégration était soutenue par les étudiants. Deux types de maisons sont créées, les maisons mixtes et les maisons séparées, réservées aux hommes à Wood et aux femmes à Hilliard. So I insisted that we preserve some houses that were exclusively male, some houses that were exclusively female, and then some houses that were totally integrated. Ces changements vers la mixité sont influencés par le mouvement féministe et la révolution sexuelle. Il existe d'ailleurs un mouvement pour la libération des femmes sur le campus, notamment en résidence, mais celui-ci n'a pas pris beaucoup d'ampleur. Women didn't feel any different because it was 75% women, so economics and all the other fields, women predominated. Interesting. So, can't really... I certainly never felt different from any of it.
La communauté qui vit sur le campus de Glendon semble relativement unie malgré les inévitables différences entre les étudiants. La présence d'étudiants francophones aide les anglophones à apprendre le français et vice-versa. La division la plus notable semble se trouver entre les étudiants qui vivent en résidence et ceux qui vivent hors du campus. Leur expérience de cette petite communauté est différente. At this fair school exists a schism, the sides so set that none can plism. The students resident, their spirit raised didn't, when first they tangled with the day sident. But what's distinct twixt both students? The residents are dazed and the days too dense. Vivre en résidence, c'est acquérir son indépendance, avoir de nouvelles expériences de vie. Tous les étudiants, même les Days, peuvent profiter de la vie sociale sur le campus grâce au café de la terrasse et au Pipe Room, une salle d'activité culturelle et sociale dans le sous-sol du manoir. Sur le campus, et particulièrement en résidence, on fait la fête. Certains expérimentent avec des substances illicites. And of course drugs. I mean, it was drug heaven. Drug use, there was a good deal of grass, as we called it in those days. Weed, I think, is more commonly used now. But what was more disturbing was the use of acid. The only time I ever had to drive young men to the Sunnybrook emergency department was when they had been doing acid. Michael Horn est un don en résidence à l'époque. Les dons étaient des professeurs pendant les premières années du collège. Ils étaient jeunes, proches en âge des étudiants. De plus, les étudiants de cette époque ont rarement besoin de travailler pour gagner de l'argent pendant l'année scolaire. Ils ont plus de temps à passer au collège, alors le campus est un lieu très vivant. D'ailleurs, le principal de Glendon vit dans le manoir. But living on the campus brought one into a kind of closer touch with the students. Il y a aussi une infirmière qui vit à temps plein sur le campus et prend soin des étudiants. La vie sociale ne se déroule pas seulement dans les résidences, au café de la terrasse ou au Pipe Room. Il y a d'autres façons de s'impliquer dans la vie collégiale. Glendon a une variété de clubs, d'organisations et de comités dont les étudiants peuvent être membres. Il y a le Glendon Student Union et un conseil d'étudiants pour ceux qui veulent s'impliquer dans le système de gouvernance. Aujourd'hui, le conseil d'étudiants et l'union sont réunis pour mieux gérer les intérêts des étudiants. Il y a moins de clubs à l'époque qu'aujourd'hui, mais de nombreuses options existent quand même, allant du groupe religieux au club de film, en passant par le club francophile, appelé Chasse-Galerie, du nom d'une légende canadienne-française. Celui-ci organise des leçons de musique, un groupe de chant et de musique classique, des danses, des soirées de films en français et des groupes de discussion de littérature française. Protem, le journal étudiant de Glendon depuis 1962, est un hebdomadaire qui occupe de nombreux étudiants qui se lanceront par la suite avec succès dans le journalisme. Les étudiants montrent aussi leur affiliation politique en créant des clubs alignés avec des partis politiques ou des groupes plus informels. And it was very informal. There was a group of people who, were not happy with any of the political parties. There was a liberal and a conservative and an NDP club on campus, but none of us in this informal group were particularly happy with any of them. So we formed this rather informal FRO, and I guess a number of us were always proud of the fact, or at least for most of the time, we didn't have any Trotskyists on campus, so we were more purely left-wing. Par contre, il y a plus d'équipes de sport à cette époque qu'aujourd'hui. Le conseil athlétique est responsable de gérer les programmes sportifs, le programme intramural, intercollégial et interuniversitaire. En 1970, Glendon est le champion d'Intercollegial York pour la 4e année. Glendon a aussi des activités sportives qui sont moins formelles. In those days, was actually an outdoor skating rink down by Proctor. I think they've taken it out now. It was in behind, and we actually had artificial ice through the winter. So I played I played hockey down there regularly.
Les années 60 et 70 sont une période de militantisme à travers le monde et les étudiants s'organisent pour forcer des changements sociaux et politiques. À Glendon, les grands moments d'activisme étudiant ont lieu entre 1967 et 1970. Des étudiants s'engagent avec leur plume en écrivant des articles pour Pro-Tem, en occupant les bureaux de l'administration ou en participant à des démonstrations, par exemple contre la guerre du Vietnam pendant la cérémonie d'ouverture de la résidence Hilliard. Des étudiants de Glendon testent l'attitude des douaniers canadiens en tentant d'entrer au Canada depuis les États-Unis comme déserteurs des forces armées américaines. So Graham Muir and Chris Wilson, if I remember correctly, they went and posed as American draft dodgers, trying to get across the Canadian border, and were really given a very, very hard time. And they wrote an expose that actually made the national press. Actually saw witnessing an American burning his draft card in one of the it was in Hilliard, one of the TV rooms in Hilliard, common rooms. Sur le campus, des conférences sont organisées par les étudiants. Ces forums attirent l'attention des médias à cause de leurs thèmes d'actualité ainsi que des invités connus. Le forum Québec Année 8, organisé par David Cole, a lieu en novembre 1967. Cette conférence a attiré les regards de la nation vers Glendon. Les organisateurs voulaient donner une opportunité aux étudiants de se familiariser avec la perspective québécoise. Des invités prestigieux sont venus à ce forum étudiant, René Lévesque, Claude Ryan et Gilles Grégoire par exemple. Brought in some heavy hitters to talk about both sides of the separatist question and so on and so forth. And there's a little book published afterwards with the title Quebec Year 8. One of the people who came was René Lévesque, who made a major hit. I think he was probably the most popular participant because of his style and his kind of slapdash in those days. Le forum Les Canadiens, qui se tient en octobre 1968, a à sa tête un étudiant nommé Bob Mega. Le thème est les populations autochtones au Canada. Beaucoup de leaders autochtones comme Tony Antoine et Harold Cardinal y participent et critiquent la politique du gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau. Sandy McKay, un des organisateurs du forum, explique l'impact que cette conférence a eu sur lui. Harold Cardinal took me under his wing, and he was very much responsible for my transformation from a nice little Glendon student to a much more radicalized and critical social activist. And that night specifically, if we were standing up because they were denouncing firmly the Indian Act and the manipulation by the Trudeau and Gratian government to get rid of the Indian Act and all the protections of the territory and any rights or privileges that Native people had. They were the first people to denounce that. Les organisateurs du forum de l'année suivante sont inspirés par les mouvements de protestation de 1968 à Glendon et ailleurs et choisissent de l'intituler « L'année de la barricade », une conférence anti-autoritaire. Ce forum est un produit de la radicalisation du conseil étudiant l'année précédente, incluant la nouvelle semaine d'orientation Libération. Pour l'année 68-69, les membres du conseil étudiant préparent un manifeste intitulé « A University is for People ». Ce manifeste critique la structure académique et sociale de l'université et redéfinit l'éducation postsecondaire. Education, as we have defined it, we take to be the only meaningful goal of the university. From the education of its members will come the benefit to society in intellectual, spiritual, and physical terms. We reject out of hand the concept of the university as an institution which must safeguard society's values by simply expanding our means to subdue and exploit nature so that we may fulfill arbitrarily aroused desires and raise the material living standard. Ces étudiants estiment qu'il y a un manque de transparence au niveau administratif ainsi qu'un grand écart entre les étudiants et les professeurs. Ils rejettent la hiérarchie formelle de Glendon. Voici leurs revendications. Therefore, we call for the abolition of all evaluative processes which are other than self-induced, the abolition of the formal course structure, compulsory and non-compulsory, created by anyone but the members of the college,
and the immediate removal of all symbols which contribute to the social stratification of various members or groups of the Glendon community. All common room washrooms, cafeteria tables, should be available to all members of the college. A university is for the people, and this realization must inevitably come to all academic institutions in North America. Let us begin at Glendon College. À la suite de ce mouvement, les professeurs ne prendront plus leur repas à une place placée sur une estrade dans ce qui est aujourd'hui la cafétéria. Les salles de bain des professeurs seront partagées avec les étudiants et de nouvelles expériences de cours seront proposées. The students, they were very young but really, really committed to many of these causes. And of course, you know, in the late 60s, early 70s, students were marching all over the place. It was going on around us. These were people who were involved, they were concerned, they wanted to change Glendon and to change the world. They disagreed among themselves as how did this be done. So it was a very engaged, that's what I guess a good word, at least for me. I mean, there were a lot of people I think who go through the school, they get their degree, and then they move on. But there were a group of us that the college was more than that. It was a great place to really establish who you were and how you thought about the world and those sorts of things. Ce sentiment que tout est possible et qu'on peut avoir un impact sur la nation est aussi présent sur la scène culturelle à Glendon et particulièrement dans le contexte de l'art dramatique. It was a period of time that really merged with what was going on kind of nationally as much as here. And remember, Glendon was at that point very determined to be kind of a bilingual country, bringing together French and English, talking about a national identity and a national vision. And so what we were doing, we thought was absolutely part of the Canadian theatre scene or the writing scene in Canada. Margaret Atwood was a young prof at Atkinson for a couple of part-time courses, and she was just writing her first volume of poetry, The Circle Game. A few years after we began, Michael Ondaatje came, and he was very, very young, and joined our department. So all of those things were going on, both kind of out there and infused here. It was really quite extraordinary when I look back on it. We were awfully lucky to have been there. Il n'y a pas encore de diplôme en art dramatique, mais des cours sont offerts par le département d'anglais puis de français. Des grandes productions de pièces de théâtre classiques sont montées et rapidement des jeunes professeurs enseignent un théâtre plus moderne et canadien. Cependant, les étudiants n'ont pas besoin de cours pour créer des pièces de théâtre. L'art dramatique devient aussi une activité parascolaire. Les étudiants font des tournées avec des pièces comme Oedipe Roi et l'effet des rayons gamma sur les vieux garçons. Ils ont joué sur le campus de Kiel, à l'université Brock et à l'université de Western Ontario. Pour l'adaptation de la pièce de théâtre, A Midsummer Night's Dream, il crée une estrade semi-circulaire, similaire à celle de Stratford, dans la salle à manger de Glendon, alors qu'il n'y a pas encore de salle de théâtre. La troupe théâtrale de Stratford a beaucoup influencé les adaptations présentées par les étudiants. Le théâtre alternatif et local a aussi influencé plusieurs autres pièces. L'une des premières pièces de théâtre présentées dans le Pipe Room en 1968 est Hair. Elle illustre le climat social des années 60 et les intérêts des étudiants. Un voyage à New York, encadré par Glendon pour assister à des pièces de théâtre, les inspire. Creeps, présentée en 1974, est une pièce écrite par un homme canadien atteint de la paralysie cérébrale. Les thèmes dans cette pièce sont très controversés. Cependant, les étudiants n'ont pas peur de partager leur opinion. Le théâtre est un autre moyen de remettre en question les conventions et de partager leur opinion. L'écriture créative est une autre façon pour les étudiants de diffuser leurs idées. Le Dime Bag est une revue de poésie dans laquelle les étudiants publient leurs poèmes. Des lectures prennent place dans le Pipe Room. The orderly admires my beard. He comments on the number of kids today who wear their hair long and how dirty a lot of them are. He says an actor from downtown stayed in the hospital recently and that his hair and beard were filthy and crawling with vermin. The orderly admires my beard. He says it suits my face, but that the important thing and admirable thing
is that I am clean. The woman in the bed opposite mine agrees with him, and they both decide the future and safety of the world depends upon responsible, self-respecting people like me. The orderly admires my beard. I feel humble and proud. I feel responsible and self-respecting for showering this morning before entering hospital, and for having the foresight to backtrack and realize I last showered a week ago yesterday. Glendon a pendant quelques années un orchestre dirigé par Alain Baudot, mais l'orchestre est transféré vers la faculté des beaux-arts sur le campus de Keele. À travers leur implication dans la vie collégiale, les étudiants reçoivent une éducation informelle, que ce soit dans les arts, dans leurs engagements politiques, sociaux ou même sportifs. Le collège Glendon a changé depuis les années 60 et 70, mais il s'est aussi bien ancré sur son campus et il reste des constantes, l'importance des arts libéraux, le débat sur le bilinguisme et son identité. Premièrement, le campus. On est en plein milieu de la ville, à Toronto, mais on a un super beau campus boisé, avec plein de nature autour. C'est vraiment comme une belle expérience d'être dans un si bel endroit. Ce qui est unique à Glendon, c'est notre campus. Nous faisons partie d'une des plus grandes universités canadiennes et nous avons quand même une expérience universitaire et académique à échelle humaine. Et d'une diversité incroyable au niveau de nos étudiants et de nos profs. Et pour moi, c'est cette habileté de faire partie d'une grande communauté académique, mais le vivre à une échelle très humaine. What makes Glendon unique is the small community. Everyone you meet here, whether it's students or your professors, is always so friendly and welcoming. And it just feels really good every time you step on campus. Glendon is a small campus with small classes, and today this is a great luxury. Aussi la taille de l'école, j'aime bien qu'on est tellement peu d'étudiants. Ça fait en sorte que nos classes sont tellement plus petites et qu'on a vraiment des bonnes expériences plus personnelles avec nos professeurs. Le sens de communauté et le fait que les étudiants ont la chance de se faire connaissance rapidement les incite à être plus impliqués dans les activités parascolaires. Glendon's special because it's a small community. You walk through York Hall, and you can run into 3 people that you know, which gives it a really friendly, community-based sort of feeling to it. In this way, I've also found that it's easier for me to practice my French. Even just the smaller class sizes really encourage me to speak French in class, which has been great for learning French. When I was picking my universities, it was actually my one and only choice. I had other backup universities, but it was the only one that I really wanted to come to because it gave me the options of continuing with both the languages that I had in high school, so French and Spanish. It let me have a BA in psychology, and a lot of universities only have a BSc right now. Le bilinguisme est au cœur de la mission même de Glendon, et ce depuis sa fondation. Il y a plusieurs raisons de croire en l'importance du bilinguisme. D'abord, pour des raisons pragmatiques. Une personne bilingue au Canada et à Toronto en particulier se trouvera toujours un emploi, il y aura toujours plus de possibilités d'avancement. Mais aussi des raisons civiques et politiques. Le bilinguisme correspond à l'idéal qu'on se fait du Canada. C'est une façon de répondre à l'essence et aux valeurs canadiennes et ce faisant contribuer à son unité. Il y a aussi une dimension mondiale, globale du bilinguisme anglais-français. Premièrement, on sait que les 2/3 de la planète parlent plus d'une langue. Le bilinguisme est une façon pour nous de refléter une réalité mondiale. Mais plus important encore, on sait que le français ne cesse de croître dans le monde, surtout dans le continent africain, au point où on s'attend à ce que ce soit une des langues les plus parlées sur la planète d'ici 2050. Et dans ce contexte, le bilinguisme, c'est aussi une façon de s'ouvrir encore plus au monde et s'assurer un contact plus riche avec les autres cultures.